on this computer. Parfait. Donc, il est 13 heures, puisque tout le monde est là. Donc, s'il y a des gens qui arrivent, ils pourront s'ajouter directement au webinaire. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue au webinaire Comprendre et réussir son compost. On est très heureux de vous avoir aujourd'hui en grand nombre. C'est notre tout premier webinaire, donc on vous remercie à l'avance pour votre indulgence. Quelques petits trucs techniques avant de commencer. Là, on l'a déjà expliqué à certains d'entre vous. On a fermé votre micro pour éviter un peu de confusion là, pendant les présentations des conférenciers. Donc, c'est rien de personnel. Là, ça va être pendant les présentations pour qu'on n'entende pas les petits bruits de tout le monde. Et vous pouvez aussi fermer votre vidéo si vous le voulez. C'est vraiment à vous de voir. Donc, on voit en bas de la page Stop Video ou arrêter la vidéo pour que les autres participants ne voient pas votre visage. Mais c'est vraiment pour vous. Nous, on est très heureux de vous voir. Donc, si jamais vous avez des questions techniques, vous pouvez nous écrire un message directement dans le chat ou en cliquant sur la fonction converser. Donc, Gabrielle et moi, nous sommes dans la liste, là, c'est Sarah et Gabrielle Régénération Canada. Donc, vous pouvez nous écrire un message directement si jamais vous avez un petit problème technique, si vous n'entendez pas bien, tout ça. Sinon, comme on l'a dit aux autres participants aussi en arrivant, on vous invite à vous présenter dans le chat. Donc, il y a déjà plusieurs personnes qui l'ont fait. Donc, c'est super intéressant de savoir qui vous êtes. Donc, voilà. Sans plus tarder, on va commencer le webinaire. Tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Sarah. Je suis coordonnatrice ici à Régénération Canada. Donc, je connais déjà certains d'entre vous. Et je suis ici aujourd'hui avec Gabrielle, qui est fondatrice et directrice générale de Régénération Canada, qui va co-animer le webinaire avec moi. Merci, Sarah. Salut tout le monde. Alors, un gros merci de vous être joints à nous aujourd'hui. On est super contents. On est particulièrement contents, en fait, que vous vous joigniez à nous pour ce premier webinaire de Régénération Canada parce que nous, justement, notre mission, c'est de créer un réseau autour de la régénération de la santé des sols. Donc, on cherche à rassembler non seulement les agriculteurs, les horticulteurs, mais aussi les citoyens, les agronomes, les chercheurs, etc., qui cherchent à améliorer la santé de leur sol. Donc, on fait ça parce qu'on veut favoriser l'échange de connaissances entre tous ces gens-là quant aux pratiques régénératrices, mais aussi créer un mouvement. Alors, aujourd'hui, on est super chanceux de se trouver avec Francis Mador, des Jardins d'Ambroisie, et Viviane Caloxilos de Docteur. Donc, Francis qui va nous parler plus du comment du compost et du thé de compost, et Viviane plutôt le pourquoi du compost. On va avoir une période de questions d'environ 15 à 20 minutes à la fin du webinaire. Alors, on vous invite à nous transmettre vos questions par la fonction chat ou converser. Et puis, de nous indiquer aussi s'il y a une personne spécifique à qui s'adresse votre question entre Francis et Viviane, vous pouvez l'indiquer. Et puis, on aura du temps pour ça à la fin. Donc, c'est possible qu'on n'arrive pas à passer à travers toutes les questions. On va faire de notre mieux, puis on va aussi voir s'il y a des thématiques récurrentes pour s'assurer qu'on les touche dans la période de questions. Puis sinon, vous aurez aussi l'opportunité de nous transmettre le tout, de publier ça sur Workplace suite au webinaire pour qu'on puisse y répondre justement, soit Viviane ou Francis ou un de nous par la suite. Donc, voilà. Parfait. Donc, sans tarder, on va présenter notre premier conférencier aujourd'hui. Donc, Francis Mador est le propriétaire de la ferme Les Jardins d'Ambroisie, une ferme familiale qui fournit des paniers hebdomadaires de fruits et légumes frais à différents points de chute sur l'île de Montréal pendant la saison agricole. Francis utilise plusieurs pratiques qui sont considérées régénératrices et aujourd'hui, il nous parlera de son utilisation de thé de compost et de vermicompost. Donc, Francis, je t'invite à prendre la parole. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, super. C'est vraiment un honneur pour moi de participer à ce webinaire. Je n'ai pas beaucoup d'expérience et ce n'est pas une présentation non plus que j'ai rodée énormément, même que c'est la première fois que je vais la donner en tant que telle. Donc, je n'ai pas non plus mesuré le temps que ça peut prendre. Fait que, s'il vous plaît, me donner un peu des références, mais je regarde là un peu le temps.
Puis, fait que je vais essayer de passer au travers de la matière. Donc, moi, ça va être plus l'approche technique du thé de compost. Je vais faire une petite présentation. On va regarder c'est ça, un peu en général le pourquoi, mais aussi l'aspect technique là, du brasseur en tant que tel, comment nous, on s'est fabriqué un brasseur à thé de compost. Et aussi les recettes donc on peut utiliser pour fabriquer le thé en tant que tel, ainsi que l'application, les méthodes d'application ou les différentes manières qu'on peut utiliser le thé de compost. Puis, je vais ensuite effrauler un petit peu la microscopie, donc comment en général, nous, on fait pour regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du thé de compost, à l'intérieur de notre sol, en utilisant un microscope assez de base. Et ensuite, je vais passer la parole à Viviane, qui, elle, va aller plus en profondeur dans cet univers. Donc moi, cette aventure avec le thé de compost, bien, ça a commencé en 2015, en février 2015. Hélène Ingham est venue donner une conférence à l'Université de Concordia. Elle a été invitée par un groupe, je crois, Mycelium. Et Hélène Ingham est une microbiologiste aguerrie de vraiment plusieurs années d'expérience. Qui a vraiment fait toute sa vie, c'est la microbiologie du sol. Donc, elle a fait plein d'expériences. Puis, elle a fait des belles découvertes que finalement, le sol, c'est vraiment un univers vivant. Puis, avec les années, on a vu que l'agriculture, on a comme jamais considéré cet aspect-là du sol, mais que c'est vraiment la base même de la fertilité. Fait que elle a été capable de vulgariser. Ça, c'est vraiment c'est sa force à Hélène Ingham, c'est sa capacité de vulgariser tout cet univers hyper technique, scientifique, biologique, c'est assez profond. Puis donc, elle est elle-même, c'est un peu contagieux, sa passion pour la vie du sol. Donc, c'est sûr que moi, j'ai été vraiment envoûté par son exposé à l'Université Concordia en 2015. Puis, j'en suis sorti vraiment... c'est comme toutes mes bases que j'avais construit en agriculture depuis plusieurs années ont tout été comme bafoué, éclaté. Puis ça m'a redonné une toute autre perspective sur le travail qu'on fait. Donc, nous, c'est les Jardins d'Ambroisie. On était situé à Saint-Chrysostome. Juste pour vous donner un peu un contexte, là, on est sur la rive sud de Montréal, sur un sol argileux, rocheux, qui était vraiment considéré par les gens du coin comme vraiment des terres, ils appelaient ça les terres de Caïn. Donc, des terres qui ont de la difficulté à donner vraiment des résultats là, au niveau des rendements. Donc, on a commencé tranquillement en 2005, on a acheté la terre et en 2006, on a commencé notre première année de production avec des paniers biologiques. Et aujourd'hui, comme cette année en 2018, on est monté, tu vois, on fait environ entre 150 et 200 paniers par année avec deux marchés fermiers par semaine. On roule à peu près avec 4 employés. Puis, donc, ça vous donne un peu une idée de l'échelle de notre entreprise. On n'est pas une petite ferme sur petite surface, on est comme une ferme moyenne. On cultive à peu près sur 7 acres environ. Donc, c'est semi-mécanisé. On fait beaucoup le travail primaire avec des outils aratoires sur planche permanente. Et
Donc, il y a eu toute une évolution là, depuis nos débuts. On a comme commencé à cultiver la terre avec une manière un peu plus conventionnelle où on effaçait, tu sais, après chaque année, après chaque saison, on passait un gros vibro ou une herse à disque, on effaçait toutes nos planches, puis très rarement même on faisait un engrais vert, on laissait ça comme c'était. Puis on recommençait l'année suivante, puis c'est fou, mais les premières années, on avait des rendements incroyables, j'en revenais pas, de la beauté et de la qualité des légumes qu'on était capable de faire pousser, puis tranquillement, d'année en année, cette capacité ou ces rendements-là ont commencé à baisser. Et on a vraiment, c'est là que j'ai vraiment réalisé, wow, il y a quelque chose qu'on fait pas correct. Donc, on a commencé vraiment à explorer le sol d'une manière plus profonde, essayer de comprendre, d'aller voir, de changer nos méthodes. Donc, on est passé justement à des planches permanentes où le tracteur roule vraiment tout le temps là, dans les allées et l'endroit qui est cultivé n'est jamais plus compacté par des gros engins à moteur. Ça, c'était un des changements qu'on a fait. L'intégration des engrais verts aussi, ça nous a beaucoup aidé. Puis, petit à petit, mais encore une fois, puis dans notre évolution ou dans nos principes, on voulait de plus en plus comme on cherchait un peu la clé de l'auto-fertilité. On voulait comme arrêter de dépendre de tous les intrants externes à la ferme. On voulait comme vraiment réduire le plus possible cette dépendance-là. Et donc, c'est un peu ça qui orientait notre recherche, notre développement. Il y a aussi le fait que ici, on a une alimentation végétalienne dans la famille. Et donc, on se disait que ça allait de soi qu'éventuellement, on aimerait faire appliquer les mêmes principes au niveau de l'agriculture, donc ne plus utiliser des produits provenant des animaux pour cultiver des végétaux. Donc, on voulait vraiment développer une agriculture purement végétalienne, si on peut dire, végétale. Donc tout ça, on n'y est pas arrivé encore à 100%, mais on est sur des pistes. Et c'est là d'où cette rencontre avec Elaine Ignam qui nous a vraiment ouvert tous les portes vers cet idéal-là qu'on recherchait depuis longtemps. Donc, l'auto-fertilité, couper la dépendance des produits extérieurs, tout ça avec le thé de compost. Même que suite à sa présentation à Concordia, j'avais vraiment resté bafoué. Elle nous avait dit que, si c'est bien fait et vous appliquez le thé de compost comme dans les règles de l'art, il n'y aura plus besoin de faire des rotations. Vous n'allez plus avoir de problèmes de ravageurs. Vous n'allez plus avoir de problèmes de maladies. Et quatrièmement, il n'y aura plus de problèmes de mauvaises herbes. Mais je suis un peu incrédule face à des propos si audacieux, si on peut dire, dans le monde agricole. C'est vraiment les 4 sphères où on se bat continuellement contre. Fait qu'après sa présentation, je suis comme ressorti. La première chose que j'ai fait, je me suis acheté un microscope. Je suis allé sur Kijiji, j'ai trouvé comme un microscope de base que je vais vous montrer tantôt. Quand je vais arriver plus dans le côté technique, là, dans très peu de temps, je vais faire rouler des photos. Comme ça, vous allez pouvoir voir qu'est-ce qui se passe. Et donc, oui, je me suis acheté un microscope et là, ça m'a vraiment, là, je le fais avec les mains, là, mais ça m'a vraiment ouvert un nouvel univers où dans une goutte, il y avait vraiment
toute une vie que j'avais jamais vue auparavant. Donc, des êtres qui interagissent entre eux, plein de niveaux, des plus petits, des plus gros. Donc, on parle surtout des 4 groupes principaux, les bactéries, les protozoaires, les nématodes et le monde fongique, donc les mycéliums. Il me reste juste 10 minutes. Super. Ah oui, ça va vite. Donc, je vais commencer à faire rouler mes photos, vous allez voir. Donc, cet univers-là, c'est vraiment ouvert à moi par l'entremise du microscope. Puis là, oublie ça, les soirées sur Facebook, j'étais vraiment dans mon microscope tout le temps en train de regarder qu'est-ce qui se passe. Et c'était un monde qui, enfin, j'avais compris que c'était eux qui faisaient tout le travail. C'était pas nécessairement la plante ou les engrais qu'on pouvait amener, mais c'était la vie du sol qui nous donnait tous les rendements, qui nous donnait des plantes en santé, qui nous donnait des fruits et des récoltes incroyables. Donc, comment donc c'était la première étape, c'était d'aller voir si cette faune microbiologique-là était présente dans nos sols, et si elle ne l'était pas ou si elle était en trop faible quantité, comment amener donc cette faune-là dans nos sols. Donc, je vais commencer à partager mon écran. Ici, attendez, ça, je vais mettre ça. Ah oui. Ici, vous me direz si c'est bon, si vous voyez. Windows, attends, je vais faire Enter full screen. En tout cas, moi, je ne vous vois plus. C'est bon? Oui. Pardon? On voit bien les photos, c'est parfait. Merci. Super, excellent. Fait que, donc, ça, c'est comment on faisait notre compost. Donc, on accumulait vraiment des matières vertes et d'un côté, puis de l'autre côté, nos matières brunes, donc plus des résidus de culture, des copeaux, tout ça, pour fabriquer du compost. Donc, on voit un peu ici notre fabrication de compost. On voit notre tas de sciure de bois qu'on avait sur le devant. Puis là, on fait nos étages, donc notre lasagne classique. Et moi, j'encourage tout le monde à pouvoir fabriquer son propre compost, sauf que c'est une technique qui peut aussi ne pas être parfaite. C'est-à-dire que les organismes qu'on recherche, donc les 4 groupes que j'ai nommés tantôt, c'est des groupes, disons, de vie microbiologique qui ont besoin d'oxygène. Donc, c'est des groupes aérobiques. Et ces groupes aérobiques, c'est que dans un processus de compostage comme celui-là, il peut facilement avoir des zones dans le compost où il y a un manque d'oxygène. Donc, il y a des zones plus compactes qui n'ont pas pu se faire oxygéner, ou des parties sur le côté qui sont trop exposées au soleil. Donc, dans un milieu parfait, il faudrait comme vraiment avoir des fameuses machines à retournement du compost pour faire du compost très homogène et très idéal, parce que finalement, la base du thé de compost, c'est le compost. Ça nous prend un compost de la plus haute qualité possible pour être sûr qu'on reproduit dans le thé de compost notre groupe de faune microbiologique visé. Donc, les composts, donc les organismes aérobiques. Fait que c'est pas impossible de faire un compost. Elaine Ingham montre même comment fabriquer un tas de compost aérobique qui va servir pour pour fabriquer un thé de compost de qualité. Donc, c'est des choses à suivre. Je sais que nous, avec les techniques qu'on utilise, c'est pas l'idéal.
Puis, on a opté, nous, à la ferme, pour fabriquer le thé de compost avec du vermicompost. Donc, c'est la base, c'est que le thé de compost, il faut que le compost utilisé soit de la plus haute qualité possible. Donc, ça, je vous montre un peu là, des techniques de compostage qu'on fait. Donc, on amène, ça, c'est pas nécessairement du compost qu'on va utiliser pour fabriquer notre thé de compost, mais c'est vraiment du compost qu'on amène au champ directement sur les planches. Donc, on reçoit le fumier, après ça, on le rebrasse pour être sûr que ça chauffe bien, qu'il y a une décomposition. Et en respectant les fameuses températures. Et donc, on utilise du vermicompost. Là, je vous montre un exemple de... Ça, c'est nos bacs de vermicompost. Donc, c'est tout simplement des bacs avec un fond grillagé qui permet le voyagement des vers de terre d'un à l'autre, dépendamment de qu'est-ce qu'ils recherchent. Puis, si vous voyez, c'est important pour faire du vermicompost parce que dans le vermicompost, il y a aussi un risque qu'il y ait des zones anaérobiques dans le thé de compost, dans le vermicompost, parce que c'est des organismes, les vers de terre, qui ont besoin d'un milieu relativement humide pour se sentir bien. Puis là, quand il y a trop d'eau, il peut y avoir des zones anaérobiques où là, on multiplie des organismes qui sont moins désirables pour le maraîchage. Donc, moi, ce que je fais dans mon vermicompost, je fais très attention de bien utiliser une litière très carbonée. Donc, on voit, c'est comme des sciures grossières de copeaux de bois feuillus, donc pas de conifères, mais vraiment du bois dur. Qu'on utilise. Nous autres, pas loin d'ici, on a une compagnie qui fait du bois de chauffage, donc on pourrait le faire aussi nous-mêmes avec une petite machine une déchiqueteuse, mais c'est plus facile d'aller chercher chez nos voisins. Donc, je m'assure que cette litière-là, parce que le vermicompost, souvent, on va utiliser du papier journal et ça devient assez tassé et c'est là qu'il y a un plus grand risque d'avoir des zones anaérobiques. Donc, moi, j'utilise vraiment les sciures de bois pour créer cette litière-là. Puis, jusqu'à date, ça va bien. On a vraiment un bon vermicompost qui est de très haute qualité. Donc, on met vraiment des restants de culture, de toutes sortes. On peut mettre des feuilles aussi, des feuilles mortes. Puis, les vers de terre vont voyager. C'est ce qu'on utilise pour fabriquer notre thé de compost. Donc, on va aller, mettons, dans un coin. J'essaie de trouver un endroit où il y a moins de vers de terre. Puis, il faut les trier un petit peu. Donc, ça demande un peu de travail. Je sais qu'il y a d'autres modèles de vermicompostières qui sont beaucoup plus efficaces pour récupérer le compost en tant que tel. Donc, nous, on est juste allé au plus rapide. Donc, on va passer tout de suite au brasseur à thé de compost. Donc, dans nos recherches pour fabriquer un brasseur, je suis tombé sur ce brasseur-ci qui a été conçu par l'Université d'Oregon. L'Université d'Oregon, si vous faites Oregon State University Extension Service Compost Tea Brewer, vous allez tomber sur les plans et c'est pour un volume d'environ 25 gallons. Donc 100 litres. Nous, celui qu'on utilise à la ferme, il y a 50 gallons, donc 200 litres. Et je vais vous montrer des photos. Ça, c'est dans un gros baril de 200 litres. On a ici la partie par laquelle l'aération va se faire, donc dans le fond du baril. Pour être sûr que justement que l'eau au complet elle est brassée. C'est important que cette partie-là soit dans le fond du baril pour être sûr qu'il n'y a pas des zones où il n'y aurait pas de brassage, où il n'y aurait pas d'oxygène. Donc tout ça, c'est fabriqué à la main avec des morceaux qu'on peut trouver dans une quincaillerie. Et l'important dans ce système-là, c'est qu'il reste démontable. Donc, ça prend vraiment, quand on fait du thé de compost, une rigueur
hygiénique, si on peut dire, pour être sûr que que ça soit lavable. Donc, tous ces morceaux-là, je peux tous les défaire, puis pour ensuite mieux les brosser, les laver, pour s'assurer que justement, il n'y a pas de résidus du dernier brassage, parce que quand ça sèche ou quand il pourrait y avoir un développement de bactéries ou d'organismes non désirables. Ça ici, c'est notre pompe qu'on utilise, c'est une EcoPlus, c'est le modèle le plus fort. Ça prend plus qu'une pompe à aquarium. On voit souvent là, sur YouTube là, des gens qui font du thé de compost dans des petites chaudières. Et ça prend un minimum de brassage pour faire un bon thé de compost. Quand ça brasse pas assez, il y a trop de risques d'avoir des sections anaérobiques dans son thé de compost. Donc, ça prend une pompe qui est relativement forte pour... puis je vais vous montrer un peu plus loin les bulles que ça fait. Fait que là, on voit ici la quantité de bulles qui est émise. Donc, faut voir que la tension de surface de l'eau, elle est brisée par les bulles. C'est ça aussi qui permet l'oxygénation de l'eau. Donc, il y a différentes façons de mettre les ingrédients. Donc, on va tomber dans la section ingrédients. Donc, ça ici, c'est le vermicompost qui est mis dans le brasseur. On utilise environ 10, en tout cas, la règle de l'art, c'est 3 livres par 5 gallons de liquide, donc d'eau. Souvent, moi, je le fais, j'en mets moins que ça. J'ai une moyenne environ de 2 livres par 5 gallons d'eau. Donc, c'est à vous de voir aussi comment le développement des micro-organismes se fait. Donc, on voit aussi ici, j'utilise ensuite de la mélasse pour donner de l'énergie aux micro-organismes, parce qu'il y a vraiment une multiplication très intensive qui se fait dans le brasseur. Donc, ça prend de la nourriture. Il faut vraiment les nourrir pour être sûr que la multiplication se fait. Ensuite de ça, il y a d'autres produits qu'on peut rajouter. Ça, c'est du Turitech. C'est une compagnie. Donc, c'est un produit commercial de la ferme Eugenia dans lequel on retrouve, ils garantissent une présence de certains organismes. Donc, on peut ou ne peut pas avoir dans notre vermicompost ou dans notre compost qu'on fabrique certains organismes. Donc, j'utilise souvent d'autres, un peu de produits commerciaux pour donner de la diversité. C'est super important pour la qualité d'un thé de compost, c'est la diversité. Donc, la diversité de micro-organismes la plus grande possible. Il y a une autre compagnie que j'aime beaucoup utiliser, c'est Earth Alive. Donc, c'est une poudre qui est plus... donc, c'est un produit en poudre. Earth Alive, eux autres aussi, ils ont plus des acides humiques et d'autres micro-organismes, des Pseudomonas subtilis et autres... donc, c'est bon. L'autre produit que j'aime utiliser aussi, c'est la farine de luzerne et des algues liquides. Donc, la mélasse, c'est environ 500 millilitres. La luzerne, c'est environ 500 millilitres aussi. Et les algues liquides, c'est environ 200 millilitres que j'aime utiliser. Donc, sur Internet, là aussi, il y a plein de recettes disponibles sur des produits à utiliser, parce qu'il y a vraiment aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 sortes de thé de compost qu'on peut faire, soit un thé de compost plus bactérien ou un thé de compost qui serait plus fongique ou un qui serait genre moitié-moitié. Donc, je pense que au niveau des thés de compost bactériens, ça, c'est plus pour les annuels. Donc, vu qu'on travaille beaucoup avec les annuels en maraîchage biologique, de faire un thé de compost bactérien, c'est bon. Sauf que les mycorhizes, donc faire un thé de compost à tendance fongique, c'est aussi très bon parce que on vise plus sur le long terme.
et sur la présence d'une symbiose entre les mycéliums et nos différentes cultures. Il y a certaines cultures, comme par exemple les crucifères, qui sont moins sensibles au mycélium. Donc, ceux-là, si vous faites un thé de compost vraiment pour les crucifères, là, je pourrais vous encourager de faire un thé de compost qui serait plus bactérien. Mais tous les autres, pas mal tous les autres groupes ou familles de légumes, un bel équilibre entre fongique et bactérien, c'est l'idéal. Super. Donc, merci, Francis. Désolée de t'interrompre, mais on aimerait laisser assez de temps pour Viviane pour présenter, puis aussi pour poser quelques questions à la fin. Avais-tu une dernière pensée pour conclure ta présentation? Oui. Ah oui. On pourrait continuer pendant des heures, hein, mais c'est tellement intéressant, c'est le fun J'arrivais à la fin. Donc oui, je vais essayer de mettre ce cours. Donc ici, on voit le brassage qui s'opère. Ici, il y a moyen de mettre les matières dans une poche, donc vraiment comme dans un thé. Sauf que souvent, je trouve qu'il y a une moins bonne dilution des organismes dans le thé comme tel. Donc, de plus en plus, on le fait directement dans l'eau. Mais comme Viviane va nous partager tantôt, c'est une science en évolution, c'est une science vivante qui nous permet, qui évolue. Puis je sais que au Soil Food Web, qui est l'organisme fondé par Elaine Ingham, ils ont vraiment des nouvelles découvertes sur comment faire un thé de compost de plus en plus efficace et pertinent. Donc, nous autres, juste pour conclure, l'application, je vais faire ça vite, l'application, nous autres, on l'utilise beaucoup pour, donc, dans la serre à semis, pour tous nos semis, puis dans nos serres de production. On l'utilise pas dilué, directement à partir d'un arrosoir. C'est la meilleure façon parce que quand le thé de compost n'a pas besoin de passer dans des pompes et autres machine comme telle, il y a une moins grande, il y a une plus grande sauvegarde, disons, des micro-organismes, parce que c'est quand même des micro-organismes qui sont assez fragiles. Donc, il faut pouvoir bien s'en occuper. Là aussi, on voit, on le fait donc en vaporisation. Donc, le thé de compost peut être mis au sol, mais aussi, c'est très recommandé de le mettre en foliaire parce qu'il protège vraiment la plante de toute maladie fongique ou autre. On l'utilise au champ. Ça, c'est justement une vaporisation qu'on fait avec directement là, sur nos plantes de tomates. On le met en foliaire de toutes sortes de manières. Puis, l'autre belle manière de le faire, c'est à travers des siphons, donc pendant l'irrigation. Donc, il y a toutes sortes de méthodes qu'on peut utiliser qui permet que le thé de compost, il passe pas dans une machine, mais il est juste tiré avec un système de venturi pour l'intégrer dans l'irrigation. Puis le meilleur moyen aussi, c'est de le mettre directement dans le sol avec des systèmes où s'il y a une pâte qui rentre dans le sol, que le thé de compost puisse se rendre à l'intérieur du sol parce que c'est des organismes qui sont sensibles à la lumière. Donc, plus qu'ils vont dans le sol, mieux que c'est. Donc, si vous voulez, puis OK, juste pour terminer, donc, c'est beau de mettre des micro-organismes dans votre sol, mais ce que vous devez faire, c'est donner des conditions pour que ces micro-organismes-là puissent vivre et continuer de se multiplier. Donc, c'est un sol couvert, donc le plus possible, une couverture de sol et beaucoup de matière organique, ce qui est leur nourriture. Si vous leur donnez ces deux conditions-là, ils vont pouvoir vraiment se multiplier et vivre heureux. On n'aurait pas pu si bien dire. Merci, Francis, pour cette belle présentation. C'est vraiment intéressant. Sans plus tarder, on va passer à notre deuxième présentation aujourd'hui, donc de Viviane Kaloxilos, qui est propriétaire et consultante principale de Docter, un service de consultation des sols et laboratoire affilié aussi à Soil Food Web Inc. Donc, Viviane a étudié à l'École de l'environnement à McGill et a étudié aussi en privé avec la docteure Elaine Ingham de Soil Food Web Inc. Et depuis, elle a fondé Docter et continue de travailler côte à côte avec Dr. Ingham
et d'autres consultants en sol. Alors, Viviane, merci de t'être joint à nous aujourd'hui. On te laisse la parole. Hey, merci bien, Francis. Je te demanderais d'arrêter de partager ton écran. Oui. Pour commencer, et Gab puis Sarah, merci d'avoir m'accueilli aujourd'hui. Puis Francis, c'est un honneur d'être sur ce webinaire avec toi. C'est vraiment le fun. On s'est rencontrés ou on s'est vus à cette conférence de Hélène Ingham en 2015. Puis depuis, on s'est pas vus. Fait que c'est vraiment un plaisir d'avoir un petit peu d'un update de sa part comme producteur qui est en train de mettre ça en fonction. Donc, moi, je vais juste... Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Oui? Je ne sais pas. Allô? Oui, on peut voir ton écran, Viviane, merci. Oui. OK, excuse. Donc, écoute, il y a beaucoup de pourquoi dans tout ça. Puis, il faut que je écho les mots de Francis et dire que c'est une science vivante. C'est une science qui évolue. Hélène Ingham, ce qu'elle a fait, elle a ouvert une porte dans une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière à approcher les sols. Puis nous, on vient de rentrer dans la chambre. Fait que dans les prochaines années, on va apprendre beaucoup. On va faire des updates, des ajustements aux méthodes et même aux théories. Puis ça développe tout le temps. Et voilà, il faut savoir aussi que ce n'est jamais le même plan de régénération dans chaque cas. Il y a souvent, quand j'arrive à des endroits, puis les gens aimeraient que je leur donne des listes. OK, comment moi, en maraîchage, je peux être seul vivant? Mais la réalité, c'est que on a tous des conditions différentes à nos fermes. Il y en a qui sont dans le glaise, il y en a qui sont dans le sable, il y en a qui ça draine pas, il y en a qui ça draine trop. Il y en a que c'était une friche puis ils ont un bel niveau de sol. Il y en a qui poussent dans la poussière. Fait qu'on fait pas les mêmes méthodes partout. Et c'est pour ça que le pourquoi derrière ces méthodes-là sont un peu intéressants pour vous autres, les producteurs, pour déterminer, OK, donc qu'est-ce que moi je devrais faire dans ma situation? OK. On va juste, le pourquoi compost, pourquoi tes composts, c'est comme le corps humain. Nous, on a un microbiome qui nous garde en santé. Puis, cet microbiome-là a des balances, un équilibre. Puis, si on met cet microbiome hors de son équilibre, nous sommes vulnérables aux maladies qui passent, les grippes qui passent. On absorbe plus nos minéraux, plus nos éléments nutritifs. Puis, en général, nos fonctions de nos corps sont moins efficaces. Et on a cette microbiologie partout sur la surface de notre peau. Puis ça, c'est très, très important. Ça nous protège de toutes les sortes de microbes qui sont dans notre environnement. Ça protège notre peau de tous les mauvaises bactéries qui peuvent décomposer notre peau. Fait que sans nos microbes, nous serons juste des esprits parce que nos corps ne fonctionnent pas. Puis, c'est pas vraiment différent pour les plantes. Les plantes aussi ont besoin de ce système immunitaire, de leur vie microbienne, dans le sol et sur la surface des plantes. Fait que c'est pour ça que c'est très important d'intégrer le thé compost ou les extraits compost dans notre plan pour régénérer nos systèmes, nos fonctions écosystémiques de sol. Ça fait des années qu'on met des produits, des sels, on laboure, puis personne n'a jamais donné un probiotique à notre sol. Fait que c'est un peu ça le thé compost. Ici, la photo que vous voyez, c'est la colonisation mycorhizienne sur une racine. C'est partout, cette vie microbienne. Ici, ce qu'on voit, c'est la vie fongique sur la surface d'une feuille, sur le en dessous d'une feuille. Parce que les en dessous des feuilles sont là où tous les sites d'infection se trouvent. Puis, ce qu'on observe, c'est quand cette colonisation microbienne bénéfique est moins de 70% sur les surfaces des plantes, on est vulnérable aux maladies fongiques puis les choses qui passent dans l'environnement. Fait que ça, c'est une photo d'une feuille de vigne.
Fait que juste pour dire que on a besoin de cette biologie partout. Fait que le thé compost, c'est très efficace comme manière de réintroduire la biologie dans nos systèmes agricoles parce que il y a l'expression « l'eau conduit la vie ». L'eau est la conducteur de vie sur la planète, puis c'est vrai. Et donc, si on met les microbes dans ces solutions liquides, pas comme le compost, que ça va rester sur la surface, mettre le compost sur la surface de nos terrains, c'est bon si on n'a pas un niveau de humus. Et là, on va recréer un niveau de humus par remettre un compost. On ne doit pas faire ça à chaque année. Mais le thé compost, c'est intéressant parce que ça rentre dans les profils des sols. Puis, à cause qu'on nourrit les microbes dans le brassage, ils sont actifs. Puis quand les microbes sont actifs, ils produisent des cols qui ont des protections contre les rayons du soleil et plein d'affaires. Puis ça permet, quand on spraye ces microbes-là sur la surface des plantes, ils vont rester, ils vont coller, ils vont être capables de rester. Fait quand on fait nos traitements foliaires, il faut vraiment faire un thé compost et non un extrait compost parce que les microbes sont actifs. Ils vont rester collés. Puis, comme Francis il disait, on peut faire des thés un peu plus fongiques, des thés un peu plus bactériels, et les crucifères sont quelque chose de complètement différent. Eux, ils font pas de symbiose avec les mycorhizes. Puis eux, sont une exception dans notre potager. Parce que si on fait un thé puis on le rate, c'est allé un peu anaérobique, on voit plein de ciliés. Donne-la à tes crucifères. En fait, eux, ils aiment ça, mais on ne donnerait pas ça à les tomates. Puis ce qu'on a vu, Dr. Enaim a découvert, excuse-moi, elle a vu dans les années 80, c'est que au début de succession, on n'a aucune vie fongique. La ratio fongique-bactérienne 0 à 1. Puis là, ça continue. Ici, on a notre potager, c'est à 0,5 vie fongique à 1 vie bactérie. Puis là, on rentre dans le vivace, dans les gazons vivaces, dans le maïs, dans l'ail. On voit qu'eux, ils ont évolué dans un écosystème avec une présence égale de vie fongique et vie bactérienne, 1 à 1. Tandis que nos vignes et nos petits fruits, eux, ils se trouvent dans succession où la vie fongique est 2 à 5 fois plus présente que la vie des bactéries. Dans le verger, 10 fois. Dans la forêt, 50 à 1000 fois. Puis dans les conifères, 1000 à 2000 fois plus fongique. Fait que c'est comme ça, moi, si je rentre dans ton potager ou dans ton verger, un verger qui a besoin d'une présence 10 fois plus fongique que bactérienne, puis je vais faire un échantillonnage sur toutes les racines de vos plantes, de vos arbres, puis je vois qu'en fait, il n'y a aucune vie fongique. Ben là, c'est clair qu'il y aurait des problèmes parce que eux, les plantes ne sont pas en train de recevoir les types d'éléments nutritifs et les types de minéraux qui se trouvent dans une communauté bactérienne. C'est pas ça que cet arbre-là a besoin. Fait que c'est comme ça, un peu, on interprète les analyses de sol. Puis là, dans ce cas-là, on utiliserait des composts puis des thés composts très fongiques. Ici, c'était un if fongique. Puis, on voit que... Voilà. Un if fongique, c'est cette tube brun qu'on voit ici. Puis ça, sont des agrégates de sol. Puis la if fongique est en train de prendre tous les morceaux de sol puis de construire la structure de nos sols. Ça, c'est un champignon saprophytique. Puis il faut comprendre la différence entre les champignons saprophytiques et mycorhiziens. On ne peut pas reproduire les champignons mycorhiziens dans des thés compost. Il faut les ajouter. Puis si on les ajoute, il faut les ajouter à la fin. Sinon, ça ne va pas marcher. Ce qu'on est en train de pousser dans les thés compost, c'est ce type de champignons. Les saprophytiques, ils vont décomposer la matière organique, ils vont recycler les matières dans le sol, ils vont créer la structure. Puis c'est ça qu'on est en train de faire dans nos thés compost. Les amibes qui vont libérer les éléments nutritifs des corps des bactéries. D'autres amibes. Les flagelles aussi vont faire ça.
Wouhou! Tu sais, le sol est vraiment vivant. Nématodes bactérivores, il y a des nématodes fongivores et les nématodes prédateurs omnivores ainsi que les nématodes parasites. Quand on fait nos T-compost, on peut seulement avoir la qualité et la présence et diversité microbienne qui se trouvent dans le compost qu'on commence avec. Fait que s'il n'y a pas ces prédateurs-là dans votre compost pour commencer, ou s'il y a des prédateurs plus parasites, ben c'est ça qu'on va trouver dans nos composts, aérés ou pas. Il faut commencer avec des bons composts. Fait que j'aimerais juste faire des commentaires. Pourquoi c'était une bonne idée que Francis, comme producteur maraîcher, choisit un vermicompost? Pourquoi les méthodes que lui, il a trouvées de mettre beaucoup plus de carbone, c'est pour que ça reste structuré, c'est pour que ça ne dépasse pas les taux d'humidité qu'on a besoin dans un vermicompost. Mais aussi, le plus de carbone qu'on met dans nos composts, soit vermicompost, soit une compost thermophilique, statique, peu importe, ça va nourrir la vie champignon saprophytique. Puis souvent, dans les sols, je vais vous montrer un sol typique que je reçois dans mon laboratoire de partout au Canada, c'est ça. On voit pas les œufs fongiques. On voit pas ces belles agrégates, morceaux de sol qu'on a vus dans l'autre vidéo. Ça, c'est complètement dominé par la vie bactérienne. Et la structure n'existe pas. Il n'y a pas de belles couleurs non plus. Il n'y a aucun prédateur. Et c'est triste, mais c'est ça l'état de la plupart de nos terrains agricoles. Puis faire son compost, c'est toujours une bonne idée parce que c'est une manière de recycler la matière à la ferme. Et ainsi que les microbes qu'on a besoin de réintégrer dans nos systèmes sont souvent déjà présents dans le système. Il manque les conditions pour qu'ils puissent réveiller et vraiment offrir leur fonction écologique. Donc, quand nous, on prend la matière qui existe dans nos terrains, sur notre ferme, de nos légumes, etc., et on les met dans une condition, soit dans un vermicompost ou peu importe style de compost, qu'on le fait bien, aéré, avec assez d'eau, mais pas trop, ils vont se réveiller. Puis tous les microbes qu'on a besoin dans notre système sont déjà présents. Fait que c'est pour ça que c'est tellement une bonne idée de faire son compost. On élimine des coûts. On élimine le coût de transport aussi. Souvent, quand les composts sont transportés ou amenés dans un centre d'achat ou en vrac, ils diminuent le taux d'humidité pour que s'il y a moins de poids. Puis ça coûte moins pour le client qui l'achète durant le transport. Mais ce processus de diminuer le taux d'humidité, les prédateurs qu'on a besoin dans nos systèmes, ils habitent dans les films d'eau, autour des agrégats dans le sol. Fait qu'on est en train d'éliminer leur niche. Fait que c'est pour ça, c'est toujours mieux de faire ça chez vous. Parce que aussi, ça amène une souveraineté aussi aux producteurs. Puis moi, je crois vraiment que ces connaissances-là, ça devrait être à nous tous, tu sais. C'est la connaissance de la Terre et on habite tous sur la planète Terre. Les brasseurs, je voulais faire un commentaire. Pardonne-moi avec mon PowerPoint ici, là. Ça, c'était juste un exemple d'un fermier qui fait sur une énorme échelle de 1600 hectares en Afrique du Sud. C'est un étudiant de Moyen-Laine. Il a pris son compost. Lui, il fait le compost et les Langingham aussi, mais d'une plus grande échelle. Il a construit toutes ses propres machines. Puis ça, c'est la différence. Attends une minute. Dans une saison. Puis on n'est même pas rendu au but microbien dans ce système-là. Son compost est très fongique. On voit ici le compost de chêne super fongique, c'est très important. Voilà les champignons. Il y a aussi le compost style de Johnson Sioux Bioreactors. On n'a pas besoin de le tourner, mais ça prend beaucoup plus de temps, mais ça donne une très belle vie fongique. Il y a aussi le style de Michael Phillips.
C'est beaucoup comme le style de bioreactor, mais beaucoup moins cher. On n'a pas besoin d'acheter plein de différentes affaires. Même le bioreactor est pas cher anyway. Mais c'est juste, il y a moins de technologie là-dedans. Puis ça donne quasiment la même résultat d'une belle compost fongique. Le style Langingham et les vermicomposts, ça c'est une belle idée. Si vous avez des serres, on peut utiliser l'espace vertical pour multiplier les fonctions de nos espaces pour devenir plus indépendants sur nos fermes. Quel compost est mieux pour vous? OK, le choix pour Francis d'utiliser le vermicompost, c'est excellent pour un maraîcher parce que les taux entre les rapports fongiques bactériennes d'une vermicompost sont souvent entre 0,6 à 1 à 2 à 1. Puis ça, c'est une belle fenêtre pour nos besoins microbiens dans un potager. Si vous avez des petits fruits ou vous avez un verger, ça serait plus le style soit merci, le rappel de 5 minutes. Soit Michael Phillips ou Johnson Soup Bioreactor ou le style Langingham. Fait que voilà. Les sprayers, il y en a plusieurs qu'on peut faire. Le sprayer, le brasseur de Francis est super parce que c'est très important d'avoir cette aération. Ça, c'est un autre qu'on peut faire avec un tote carré. Ça, c'est un autre qu'on peut faire avec un tote en cône. Ça, moi, j'aime vraiment ça. Si tu as déjà un tote en cône, ça vaut la peine parce qu'ici, on n'a pas besoin de tube. C'est juste un système d'aération qui rentre par là en bas. Puis là, pour le nettoyer à la fin, c'est tellement plus efficace. Mais, tu sais, on peut tous nous débrouiller et tant que ton système a assez d'aération, on voit cet effet de l'eau bouillante sur le dessus. Et qu'on est capable de tout enlever puis tout nettoyer, c'est correct. Pourquoi est-ce qu'on veut nettoyer? Parce que les microbes qui restent là-dedans vont créer un biofilm. Dans cette biofilm, il y a le potentiel de créer des conditions anaérobiques. Puis là, ça peut contaminer vos prochaines batches. Vous voyez cette couleur ici? Ça, j'ai mélangé un compost dans l'eau, puis je l'ai laissé pendant 45 minutes. Ça, vous pouvez faire ce test-là chez vous. Comment déterminer si un compost vaut la peine d'utiliser? Mais check, vous voyez cette couleur-là qui reste dans l'eau après 45 minutes. Ça, c'est l'acide humique. Puis, après 45 minutes, vous voyez que cette couleur n'est pas là. C'est devenu blanc. C'est-à-dire que la présence d'acide humique est bas dans ce compost, c'est-à-dire que la vie fongique est probablement pas présente dans ce compost-là. Et c'est juste un test que vous pouvez faire chez vous pour déterminer si ton compost est sur la bonne voie ou pas. Les recettes de tes composts, il a dit 3 livres par 5 gallons. C'est généralement ce qu'on dit, mais ça dépend de la qualité de votre compost. Si vous pensez que vos composts n'a pas de maladie, mais n'a pas une grande densité microbienne, utilise plus que ça, si vous voulez. Si vous pensez que c'est excellent votre compost, vous pouvez les garder à 3 livres. Quel ingrédient nourrit quel microbe? Souvent, les mélasses et les produits algues liquides vont nourrir les bactéries. Les algues vont un peu nourrir la vie fongique aussi. Qu'est-ce qui est mieux pour la vie fongique? Ça serait le hydrolysate de poisson, mais pas trop. On ne veut pas que le thé sent de poisson, ni quand on met nos mains dedans que ça sent l'huileux. C'est trop, juste un tout petit peu. Combien de nourriture qu'est-ce qu'on met dans nos thé compost? Normalement, c'est 0,1% de notre volume total d'eau. C'est le maximum de nourriture qu'on va mettre. Pourquoi? Parce que si on met trop de nourriture, les microbes vont reproduire plus vite, ils vont respirer plus d'oxygène que la capacité de régénérer l'oxygène dans l'eau, même avec une grande pompe, puis ça va aller anaérobique. Combien de temps est-ce qu'on le brasse? Ça dépend. Normalement, c'est 24 heures. Si c'est le printemps puis votre eau est très, très froide, permettez-vous de le brasser plus longtemps. Si c'est juillet, il fait vraiment chaud, mais beaucoup moins de nourriture, puis peut-être le brasser moins de temps.
parce qu'il y a un lien entre la température et le niveau d'oxygène dans l'eau. Le plus haut température qu'on a dans notre eau, le moins d'oxygène qu'on a. Fait qu'on va mettre moins de nourriture. Combien de tes composts mettre par gallon? Encore, ça va dépendre sur vos besoins. Généralement, on va dire 5 gallons par acre. Vous pouvez diluer ça ou, comme Francis, le mettre direct, pas dilué. Puis, on veut pas avoir un spray en évaporation, comme Francis, lui, a appris. On veut avoir des belles gouttes pour qu'on ne déchire pas nos microbes. Et pourquoi est-ce qu'on veut pas mettre les conifères dans nos composts? On veut mettre les conifères dans nos composts, mais on veut les laisser pendant 1 an dans un tas d'or pour que les bactéries mangent toutes les résines, puis là, mettre dans nos composts, ils vont décomposer beaucoup plus vite. Je ne sais pas combien de temps que j'ai, mais je voulais dire pour conclure que c'est pratique que Francis, lui, il a il peut utiliser, il a des skills de base sur le microscope parce que lui, il est capable de suivre ses composts puis voir est-ce que j'ai raté, non, je savais pas que l'eau était plus chaude aujourd'hui, j'ai ajouté la même quantité de bouffe que normalement et je vois des ciliés partout et c'est pas bon. Ou de juste avoir un peu de certitude quand on fait ça, parce que, comme il a dit, c'est très facile de rater un compost. Ça lui aide. Et moi, comme consultant, ça m'aide aussi quand les producteurs ont ces bases-là en microscopie. Ça me permet de les aider un peu mieux. Viviane, merci pour la présentation. C'est super intéressant de voir comme plus l'aspect biologique, justement, pour compléter avec l'aspect plus pratique et technique que Francis a présenté. Alors, un gros merci à vous deux pour vos présentations. C'est super intéressant. On invite les participants à poser des questions sur le chat ou la section conversée. Désolée, on est un peu en retard sur l'horaire, mais pour laisser le temps à quelques questions, si c'est correct avec vous, Viviane et Francis, on pourrait peut-être déborder jusqu'à 14h10. Pour ceux qui doivent quitter, on peut envoyer le tout, l'enregistrement par courriel après. Alors, il y a 2 questions qui viennent de s'ajouter. En attendant de les lire un peu, on avait des questions qui nous avaient été envoyées par courriel par Ian Ward des Jardins Glenelm. Alors, Ian demandait, est-ce que le protocole de volume, dilution et fréquence d'application devrait être différent dans les sols glaiseux que dans d'autres sols? Ben, je me permets ici, oui. En fait, toutes les méthodes sont différentes dépendamment de quel profil de sol. Dans un terre glaiseux, souvent, on veut rentrer la matière organique, soit compost, décopo, ou peut-être nos engrais-fer pour une dernière fois pour amener un peu de matière organique dans le sol. On veut peut-être utiliser 10 gallons de tes composts dilués par acre. Mais si vous avez des problèmes de drainage, on ne veut pas causer un plus pire problème parce qu'on a sursaturé le sol. Fait qu'il faut penser à toutes ces affaires-là. Tandis que dans un sol limoneuse qui est bien structuré, ça draine et on a un bel niveau de terre noire, on peut faire 5 gallons par acre. On peut juste utiliser la surface aussi. Puis, on n'a pas besoin de mélanger nos engrais verts dans le sol. On fait ça seulement si on a de la glaise ou si on a de la poussière pour amener une dernière fois la matière organique dans la profondeur. Après ça, on va travailler de la surface. Fait que j'espère que ça répond un peu. Parfait. Merci Viviane. Francis, voulais-tu compléter ou sinon il y a beaucoup aussi d'autres questions sur le chat? Mais si tu as quelque chose à rajouter. Non, je trouve que c'est sûr que les sols argileux, ils ont une tendance plus facile à construire des humus là, ou des acides humiques.
Donc, c'est des sols qui ont besoin de moins du côté fongique, tandis qu'un sable, il y a besoin de construire beaucoup plus de structure, donc le côté fongique est encore plus important. Ah, merci. Je vais juste ajouter, la côté fongique est aussi important dans les argileux parce que sans la vie fongique, l'argile va coller ensemble. Puis avec la vie fongique va extraire le calcium de l'argile, puis ça va changer un effet chimique. Fait que, tout à coup, un processus chimique que les plats d'argile vont faire comme ça. Ils vont pas pu être attirés vers l'un et l'autre. Mm-hmm. Il y a quelques personnes sur le chat qui posaient des questions sur où se procurer plus d'informations. Donc, est-ce que vous avez des sites ou des livres à donner en référence aussi? Où est-ce qu'on peut se former pour avoir des bases en microscopie? Et si vous n'avez pas tout de suite off the top of your head, peut-être que si jamais ça serait possible de l'écrire par la suite, puis peut-être on pourrait envoyer par courriel d'autres références, mais si vous avez des idées tout de suite, on pourrait les partager. Ben moi, tout de suite, c'est le livre Teaming with Microbes, là, mais je sais que c'est traduit en français. L'as-tu lu, Francis? Non. Je vais prendre en note. Ouais, Teaming with Microbes. Sinon, il y a le réseau de Hélène Ingham. Sinon, il y a moi, docteur. Souvent, quand je travaille avec les producteurs, il y a un coaching en thé-compost et microscopie. Mais Francis, comment tu l'as fait? Moi, ben, c'est beaucoup. J'ai mis dans le chat, j'ai répondu à une des questions. Là. Moi, il y avait le site Microbe Organics, qui est un monsieur aussi qui partage, qui est très généreux dans tous les aspects d'identification, parce que vraiment, ce qui est pas évident, c'est l'identification de qu'est-ce que tu vois. Il y avait une question aussi, c'est la force du microscope. Je pense qu'en grosse ligne, c'est un microscope qui est capable d'aller jusqu'à 400 fois, donc de grossir à 400x. Là, ça te permet de rentrer à un niveau relativement profond pour permettre une bonne identification. C'est sûr que ça ne permet pas de voir certaines spécificités des micro-organismes, mais ça donne une bonne idée de vue d'ensemble. Puis, ouais, j'allais ajouter, moi, j'avais jamais, dans le lab, moi, je vais jamais plus que 400 fois en magnification. J'ai jamais besoin de ça pour identifier. Et l'autre aspect qui est très important, c'est que votre microscope a un condenseur de lumière. C'est comme le contraste en photographie. On veut condenser la lumière, que ça contraste ce qu'on voit pour être capable de faire l'identification. Mm-hmm. Super. Merci. Alors, on a Andrew aussi qui demandait, est-ce que c'est un problème de diluer le thé de compost avec de l'eau d'irrigation, donc fertigation, dû à un choc osmotique sur les microbes? Est-ce que ça les éclate si on met pas de sel, etc.? Ben, peut-être faire ton thé compost avec cette eau-là pour les faire habituer. C'est une idée. Vous pouvez essayer ça puis voir que ça donne. C'est sûr que si on filtre l'eau pour le thé compost, puis là, on met les composts dans le champ avec l'eau de pluie. C'est mieux d'utiliser l'eau qui va aller dans le champ pour faire les thé compost ou que vous achetez un filtre pour ton eau de champ. C'est soit un ou l'autre. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne veut pas utiliser l'eau qui a beaucoup qui est de la chlore parce que c'est antimicrobienne. Mais l'eau de pluie, il n'y a pas de problème tant qu'il n'y a pas de contamination microbienne. OK. Merci, Liliane. Juste pour compléter, il peut y avoir aussi des problèmes de biofilm, même à l'intérieur des lignes d'irrigation. Ouais. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire attention. Puis, en général, les organismes les plus gros, si on parle de nématodes, c'est environ 200 micromètres. Le
disons, le diamètre de la grosseur de ces organismes-là. Ça, c'est les plus gros. Donc, toutes les questions de filtre et tout devraient être au moins environ 200 à 300 micromètres pour ne pas retenir ou filtrer les bons organismes. En fait, Francis, il y a un update 400 par 400. Wow. Donc, les méthodes continuent de grossir. Super. Donc, on continue à apprendre des choses. On avait une autre question ici de Anthony Whitaker qui demandait, selon vous, une entreprise en production animale qui produit du fumier avec litière de paille et qui désire le composter avant de l'utiliser, est-ce que ça serait nécessaire d'inoculer ce futur compost avec des produits comme Francis mentionnait? Ou non, pas nécessairement? Pas nécessairement. Il y a des ratios, il y a des recettes. Tu sais, normalement, si c'est juste le fumier puis le carbone, on veut faire genre 70% carbone, 30% fumier et urine pour que ça développe les températures nécessaires pour tuer la vie pathogéneuse et tout ça. Tu n'as pas besoin d'aller prendre des inoculants d'ailleurs, à moins que vous voyez au fil de plusieurs mois, ça ne décompose pas. Mais ça pourrait t'aider dans ce cas-là. Mais ce n'est pas nécessaire. Si vous avez déjà un compost mature que vous avez fait avec ces entrants, les mêmes, la laitière, le produit laitière de votre ferme, qui est mature, ben vous pouvez arroser votre compost, votre nouvelle tas de compost, s'il faut ajouter l'eau, avec un thé compost fait avec ton ancien compost. Fait que c'est comme tu amènes les générations de vie microbienne de votre ferme dans les prochaines tas, puis ça continue, puis ça lui donne un petit kickstart. Est-ce que toi, Francis, tu fais du compost de fumier aussi sur ta ferme? Oui, absolument. On fait du compost de fumier. On essaie d'utiliser des fumiers qui sont les plus disons les plus purs. Donc, on utilise beaucoup du fumier de cheval parce que c'est des fumiers qui ont reçu moins d'intrants chimiques, là, comme des OGM ou des médicaments. Donc, ça peut avoir un effet. Souvent, j'ai déjà travaillé avec des fumiers qui ne chauffent pas. On dirait qu'il y a eu dans ces fumiers-là soit justement des intrants quelconques, inconnus, qui ont beaucoup affecté la vie microbienne. Donc, il faut faire attention et de ne pas hésiter à rajouter du carbone. Je pense que souvent, en agriculture, de petite surface, on pense toujours azote. Mais le carbone, c'est vraiment la nourriture sur le long terme. C'est les fibres qui sont vraiment bénéfiques pour le sol. Justement, on avait une question pour toi, Francis, de Bastien. Donc, dans ta démarche d'indépendance vis-à-vis des intrants, ça a été quoi les retombées économiques en termes de coûts sur ta ferme? Est-ce que ça demande beaucoup d'investissement? Quelles sont les retombées bénéfiques et au final, de quelle manière a évolué ta viabilité économique? Ouais, c'est une super bonne question. Je voulais y répondre directement, mais là, c'est cool que je peux y parler de vive voix. Donc, en effet, on fait plein de choses sur la ferme où on se demande est-ce que c'est viable économiquement parce que ça prend énormément de temps et peut-être ça nous enlève de d'autres tâches. Donc, c'est des choses comme nous, à la ferme, on fabrique tout notre terreau pour nos semis. Donc, avec des composts à base de feuilles qu'on récupère de la municipalité, qui nous arrivent dans des sacs, il faut tout ouvrir, mettre ensemble. Donc, ça nous prend beaucoup de temps. Mais il y a comme finalement, il y a comme une viabilité, si je peux dire, écologique qui se fait dans toutes ces actions-là, qui fait que, à quelque part, on sent que ça fait du sens. Même si on peut pas mettre un numéro ou une quantité économique dessus. C'est sûr que oui, on va sauver sur notre terreau, par exemple,
mais on va perdre en temps. Mais il y a tout le côté environnemental qui est très dur à évaluer, mais on sent qu'à ce niveau-là, on réduit notre empreinte carbone, qui est vraiment difficile à évaluer, mais on dirait qu'à cette époque-ci, en ce moment, c'est quelque chose qu'on peut pas, disons, hésiter à investir dans cette empreinte-là. Je pense que la planète est au bout de son rouleau, fait que tout ce qu'on est capable d'aider, faisons-le, même si ça rapporte pas nécessairement économiquement. Mm-hmm. OK, ben merci pour cette réponse nuancée. Ouais, c'est sûr que c'est intéressant de penser aux deux aspects. Puis, il y a des économies de coûts, puis par la suite, il y a beaucoup de bénéfices écologiques également. On aurait peut-être une dernière question avant de boucler la boucle, comme on arrive à 2h10. C'était encore une question de Ian Ward qui nous avait été envoyée par courriel. Donc, Ian se demandait si l'aspersion foliaire était recommandée ou est-ce que la majorité des organismes meurent en l'absence du sol. Donc, l'aspersion de thé. Est-ce que, Gab, pourrais-tu le répéter, s'il te plaît? Donc, ça posait la question, est-ce que c'est recommandé de faire de l'aspersion foliaire, donc like foliar spraying, ou est-ce que la majorité, avec le thé de compost, ou est-ce que la majorité des organismes meurent en l'absence du sol? C'est une très bonne question. Non, ils ne meurent pas à l'absence du sol. Ces microbes-là se trouvent partout sur la surface des plantes. Un plante annuel va mettre 20 à 40% de ses jus de photosynthèse dans le sol pour nourrir la vie microbienne. Puis l'autre 80 à 60%, elle va le transpirer sur la surface de sa plante pour en fait attirer les microbes sur la surface de la plante. Quand on est rendu à un arbre, l'arbre va mettre 80% de ses exudates de photosynthèse dans le sol pour nourrir les microbes autour des racines et l'autre 20% autour de ses feuilles. Fait qu'ils se trouvent partout, ces microbes-là. Et c'est une bonne question aussi parce que il y a une pression, on peut pas avoir une pression trop haute dans nos systèmes quand on met ça dans le champ, quand on fait des traitements foliaires. Parce que c'est comme si moi, j'étais dans une canne, puis là, ils m'ont lancé vers un mur, là. Tu sais, je vais pas survivre. C'est la même pour un microbe. Si la pression, le PSI, est plus que, mettons, 40, puis tu es juste à côté de la plante, direct, puis ça frappe comme ça, super vite, le taux de survie des microbes va être très bas. Mais si on va de plus loin, puis notre spray a un angle pour que ça va comme ça, et après, comme ça va réduire la vélocité, puis les microbes vont être plus capables de se vivre cet voyage. On peut dire ça, c'est un voyage. Puis, Francis, je pense que tu as des expériences avec ça aussi. Oui, absolument. Là, en foliaire, on essaye toujours de faire des applications foliaires en fin de journée, quand le soleil est un peu plus bas, donc il fait moins chaud et on sent qu'il y a une meilleure survie. Puis juste pour donner un exemple de résultats concrets qu'on a reçus, on avait beaucoup de maraîchers sont au courant d'une certaine maladie chez les cucurbitacées, donc la flétrissure bactérienne qui est donnée par la chrysomèle du concombre. On avait des courges qui étaient toutes en train de flétrir par cette maladie. On a appliqué plusieurs fois le thé de compost et on a été surpris de voir ces plantes, ces cucurbitacées revenir en santé. Donc ça, c'était vraiment un exemple très concret qui nous a convaincus qu'il fallait continuer. Parce que la flétrissure bactérienne, c'est affreux ce que ça peut faire comme dégâts. Surtout la chrysomèle du concombre est vraiment très répandue sur tous nos fermes. Super! Mon Dieu, OK, mais c'est intéressant, vraiment intéressant comme réponse, merci.
Écoutez, un gros merci, Viviane et Francis, de vous être joints à nous aujourd'hui, d'avoir partagé votre expertise. Merci beaucoup à tous les participants qui sont venus aussi. Comme on a expliqué au début, bon, c'est notre premier webinaire, alors c'est ça, c'était vraiment un honneur là, de vous accueillir en si grand nombre parmi nous. Pour ceux qui ont encore des questions, on vous invite à envoyer tout ça sur Workplace pour ceux qui sont membres de Régénération Canada. Sinon, vous pouvez nous contacter par courriel. On va voir si on peut répondre à vos questions. Et puis, voilà, encore merci. Oui, c'est ça. Peut-être juste une petite note aussi. On va vous envoyer un sondage dans les prochains jours parce que justement, on est au début, dans les débuts avec nos webinaires. Donc, on aimerait ça avoir vos suggestions, vos commentaires par rapport à tout ça. Donc, merci encore d'avoir été là en grand nombre. J'espère que c'était une belle expérience. En tout cas, pour nous, c'est super intéressant. Super. Hey, merci Gab et Sarah et Francis. C'était un honneur de faire ça avec toi. Vraiment. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine. À bientôt. Merci. Bye. Bye.